Le vicomte de Bragelonne, partie 35, chapitre 145. Ce que l'on voit de la maison de Planchet. Le lendemain trouva les 3 héros dormant du meilleur cœur. Truchen avait fermé les volets en femme qui craint, pour des yeux alourdis, la première visite du soleil levant. Aussi faisait-il nuit noire sous les rideaux de Porthos et sous le baldaquin de Planchet, quand d'Artagnan, réveillé le premier, par un rayon indiscret qui perçait les fenêtres, sauta à bas du lit, comme pour arriver le premier à l'assaut. Il prit d'assaut la chambre de Porthos, voisine de la sienne. Ce digne Porthos dormait comme un tonnerre gronde. Il étalait fièrement dans l'obscurité son torse gigantesque, et son poing gonflé pendait hors du lit sur le tapis de pied. D'Artagnan réveilla Porthos, qui frotta ses yeux d'assez bonne grâce. Pendant ce temps, Planchet s'habillait et venait recevoir, aux portes de leur chambre, ses 2 hôtes vacillant encore de la veille. Bien qu'il fût encore matin, toute la maison était déjà sur pied. La cuisinière massacrait sans pitié dans la basse-cour, et le père Célestin cueillait des cerises dans le jardin. Porthos, tout guilleret, tendit une main à Planchet, et d'Artagnan demanda la permission d'embrasser madame Truchen. Celle-ci, qui ne gardait pas rancune aux vaincus, s'approcha de Porthos, auquel la même faveur fut accordée. Porthos embrassa madame Truchen avec un gros soupir. Alors Planchet prit les 2 amis par la main. « Je vais vous montrer la maison, dit-il. Hier au soir, nous sommes entrés ici comme dans un four, et nous n'avons rien pu voir. Mais au jour, tout change d'aspect et vous serez contents. »« Commençons par la vue, dit d'Artagnan. La vue me charme avant toute chose. J'ai toujours habité des maisons royales, et les princes ne savent pas trop mal choisir leur point de vue. »« Moi, dit Porthos, j'ai toujours tenu à la vue. Dans mon château de Pierrefonds, j'ai fait percer 4 allées qui aboutissent à une perspective variée. »« Vous allez voir ma perspective, dit Planchet. Et il conduisit les 2 hôtes à une fenêtre. « Ah oui, c'est la rue de Lyon, dit d'Artagnan. Oui, j'ai 2 fenêtres par ici, vue insignifiante. On aperçoit cette auberge toujours remuante et bruyante. C'est un voisinage désagréable. J'avais 4 fenêtres par ici, je n'en ai conservé que 2. »« Passons, dit d'Artagnan. Ils rentrèrent dans un corridor conduisant aux chambres, et Planchet poussa les volets. « Tiens, dit Porthos, qu'est-ce que cela, là-bas ?»« La forêt, dit Planchet. C'est l'horizon, toujours une ligne épaisse, qui est jaunâtre au printemps, verte l'été, rouge l'automne et blanche l'hiver. »« Très bien, mais c'est un rideau qui empêche de voir plus loin. »« Oui, dit Planchet, mais d'ici là, on voit... »« Ah, ce grand champ, dit Porthos. Tiens, qu'est-ce que j'y remarque ? Des croix, des pierres. »« Ah, ça, mais c'est le cimetière, s'écria d'Artagnan. »« Justement, dit Planchet, je vous assure que c'est très curieux. Il ne se passe pas de jour qu'on enterre ici quelqu'un. Fontainebleau est assez fort. Tantôt ce sont des jeunes filles vêtues de blanc avec des bannières, tantôt des échevins ou des bourgeois riches avec les chantres et la fabrique de la paroisse, quelquefois des officiers de la maison du roi. »« Moi, je n'aime pas cela, dit Porthos. »« C'est peu divertissant, dit d'Artagnan. »« Je vous assure que cela donne des pensées saintes, répliqua Planchet. »« Ah, je ne dis pas. Mais, continua Planchet, nous devons mourir un jour, et il y a quelque part une maxime que j'ai retenue. Celle-ci. C'est une salutaire pensée que la pensée de la mort. »« Je ne vous dis pas le contraire, fit Porthos. »« Mais, objecta d'Artagnan, c'est aussi une pensée salutaire que celle de la verdure, des fleurs, des rivières, des horizons bleus, des larges plaines sans fin. »« Si je les avais, je ne les repousserais pas, dit Planchet. Mais n'ayant que ce petit cimetière, fleuri aussi, moussu, ombreux et calme, je m'en contente, et je pense aux gens de la ville
qui demeurent rue des Lombards, par exemple, et qui entendent rouler 2000 chariots par jour et piétiner dans la boue 150 000 personnes. Mais vivante, dit Porthos, vivante. Voilà justement pourquoi, dit Planchet timidement, cela me repose de voir un peu des morts. Ce diable de Planchet, fit D'Artagnan, il était né pour être poète comme pour être épicier. Monsieur, dit Planchet, j'étais une de ces bonnes pattes d'homme que Dieu a faites pour s'animer durant un certain temps et pour trouver bonnes toutes choses qui accompagnent leur séjour sur terre. D'Artagnan s'assit alors près de la fenêtre, et, cette philosophie de Planchet lui ayant paru solide, il y rêva. « Par Dieu !» s'écria Porthos. « Voilà que justement on nous donne la comédie. Est-ce que je n'entends pas un peu chanter ?»« Mais oui, l'on chante, » dit D'Artagnan. « Oh, c'est un enterrement de dernier ordre, » dit Planchet dédaigneusement. « Il n'y a là que le prêtre officiant, le bedeau et l'enfant de chœur. Vous voyez, messieurs, que le défunt ou la défunte n'était pas un prince. » « Non, personne ne suit son convoi. »« Si fait, dit Porthos, je vois un homme. »« Oui, c'est vrai, un homme enveloppé d'un manteau, » dit D'Artagnan. « Cela ne vaut pas la peine d'être vu, » dit Planchet. « Cela m'intéresse, » dit vivement D'Artagnan en s'accoudant sur la fenêtre. « Allons, allons, vous y mordez, » dit joyeusement Planchet. « C'est comme moi. Les premiers jours, j'étais triste de faire des signes de croix toute la journée, et les chants m'allaient entrer comme des clous dans le cerveau. Depuis, je me berce avec les chants, et je n'ai jamais vu d'aussi jolis oiseaux que ceux du cimetière. »« Moi, fit Porthos, je ne m'amuse plus. J'aime mieux descendre. » Planchet ne fit qu'un bond. Il offrit sa main à Porthos pour le conduire dans le jardin. « Quoi ? Vous restez là ? dit Porthos à D'Artagnan en se retournant. « Oui, mon ami, oui, je vous rejoindrai. »« Eh, monsieur D'Artagnan n'a pas tort, dit Planchet. Enterre-t-on déjà ? Pas encore. Ah oui, le fossoyeur attend que les cordes soient nouées autour de la bière. Tiens, il entre une femme à l'autre extrémité du cimetière. Oui, cher Planchet, dit vivement D'Artagnan, mais laisse-moi, je commence à entrer dans les méditations salutaires, ne me trouble pas. Planchet partit, D'Artagnan dévora des yeux, derrière le volet demi-clos, ce qui se passait en face. Les deux porteurs du cadavre avaient détaché les bretelles de leurs civières et laissèrent glisser leur fardeau dans la fosse. À quelques pas, l'homme au manteau, seul spectateur de la scène lugubre, s'adossait à un grand cyprès et dérobait entièrement sa figure au fossoyeur et au prêtre. Le corps du défunt fut enseveli en 5 minutes. La fosse comblée, les prêtres s'en retournèrent. Le fossoyeur leur adressa quelques mots et partit derrière eux. L'homme au manteau les salua au passage et mit une pièce de monnaie dans la main du fossoyeur. « Mordiou !» murmura D'Artagnan. « Mais c'est Aramis, cet homme-là !» Aramis, en effet, demeura seul, de ce côté du moins, car à peine avait-il tourné la tête que le pas d'une femme et le frôlement d'une robe bruirent dans le chemin près de lui. Il se retourna aussitôt et ôta son chapeau avec un grand respect de courtisan. Il conduisit la dame sous un couvert de marronniers et de tilleuls qui ombrageait une tombe fastueuse. « Ah, par exemple, dit D'Artagnan, l'évêque de Vannes donnant des rendez-vous. C'est toujours l'abbé Aramis, muguetant à Noisy-le-Sec. Oui, ajouta le mousquetaire, mais dans un cimetière, c'est un rendez-vous sacré. Et il se mit à rire. La conversation dura une grosse demi-heure. D'Artagnan ne pouvait pas voir le visage de la dame, car elle lui tournait le dos. Mais il voyait parfaitement, à la raideur des deux interlocuteurs, à la symétrie de leurs gestes, à la façon compassée, industrieuse, dont ils se lançaient les regards comme attaque ou comme défense, il voyait qu'on ne parlait pas d'amour. À la fin de la conversation, la dame se leva
et ce fut elle qui s'inclina profondément devant Aramis. « Oh oh !» dit D'Artagnan, « mais cela finit comme un rendez-vous d'amour. Le cavalier s'agenouille au commencement, la demoiselle est domptée ensuite, et c'est elle qui supplie. Quelle est cette demoiselle ? Je donnerais un ongle pour la voir. » Mais ce fut impossible. Aramis s'en alla le premier, la dame s'enfonça sous ses coiffes et partit ensuite. D'Artagnan n'y tint plus. Il courut à la fenêtre de la rue de Lyon. Aramis venait d'entrer dans l'auberge. La dame se dirigeait en sens inverse. Elle allait rejoindre vraisemblablement un équipage de 2 chevaux de main et d'un carrosse qu'on voyait à la lisière du bois. Elle marchait lentement, tête baissée, absorbée dans une profonde rêverie. « Mordiou, mordiou, il faut que je connaisse cette femme, dit encore le mousquetaire. Et, sans plus délibérer, il se mit à la poursuivre. Chemin faisant, il se demandait par quel moyen il la forcerait à lever son voile. « Elle n'est pas jeune, dit-il, c'est une femme du grand monde. Je connais où le diable m'emporte, cette tournure-là. » Comme il courait, le bruit de ses éperons et de ses bottes sur le sol battu de la rue faisait un cliquetis étrange. Un bonheur lui arriva sur lequel il ne comptait pas. Ce bruit inquiéta la dame. Elle crut être suivie ou poursuivie, ce qui était vrai, et elle se retourna. D'Artagnan sauta comme s'il eût reçu dans les mollets une charge de plomb à moineau, puis, faisant un crochet pour revenir sur ses pas, « Madame de Chevreuse » murmura-t-il. D'Artagnan ne voulut pas rentrer sans tout savoir. Il demanda au père Célestin de s'informer près du fossoyeur quel était le mort qu'on avait enseveli le matin même. « Un pauvre mendiant franciscain, » répliqua celui-ci, qui n'avait même pas un chien pour l'aimer en ce monde et l'escorter à sa dernière demeure. S'il en était ainsi, pensa D'Artagnan, Aramis n'eût pas assisté à son convoi. Ce n'est pas un chien pour le dévouement que monsieur l'évêque de Vannes. Pour le flair, je ne dis pas. Chapitre 146. Comment Porthos, Truchen et Planchet se quittèrent amis grâce à D'Artagnan. On fit grosse chère dans la maison de Planchet. Porthos brisa une échelle et 2 cerisiers, dépouilla les framboisiers, mais ne put arriver jusqu'aux fraises, à cause, disait-il, de son ceinturon. Truchen, qui s'était déjà apprivoisé avec le géant, lui répondit « Ce n'est pas le ceinturon, c'est le fendre !» Et Porthos, ravi de joie, embrassa Truchen, qui lui cueillait plein sa main de fraises et lui fit manger dans sa main. D'Artagnan, qui arriva sur ces entrefaites, gourmanda Porthos sur sa paresse et plaignit tout bas Planchet. Porthos déjeuna bien. Quand il eut fini, « Je me plairais ici, dit-il en regardant Truchen. » Truchen sourit. Planchet en fit autant, non sans un peu de gêne. Alors D'Artagnan dit à Porthos, « Il ne faut pas, mon ami, que les délices de Capoue vous fassent oublier le but réel de notre voyage à Fontainebleau. » « Ma présentation au roi ? Précisément, je veux aller faire un tour en ville pour préparer cela. Ne sortez pas d'ici, je vous prie. »« Oh non !» s'écria Porthos. Planchet regarda D'Artagnan avec crainte. « Est-ce que vous serez absent longtemps ?» dit-il. « Non, mon ami, et dès ce soir, je te débarrasse de 2 hôtes un peu lourds pour toi. »« Oh, monsieur d'Artagnan, pouvez-vous dire… » ?»« Non, vois-tu, ton cœur est excellent, mais ta maison est petite. Telle n'a que 2 arpents, qui peut loger un roi et le rendre très heureux. Mais tu n'es pas né grand seigneur, toi. »« Monsieur Porthos non plus, » murmura Planchet. « Il l'est devenu, mon cher. Il est suzerain de 100 000 livres de rente depuis 20 ans, et, depuis 50, il est suzerain de 2 points et d'une échine qui n'ont jamais eu de rivaux dans ce beau royaume de France. Porthos est un très grand seigneur à côté de toi, mon fils, et je ne t'en dis pas davantage, je te sais intelligent. »« Mais non, monsieur, expliquez-moi. »
Regarde ton verger dépouillé, ton garde-manger vide, ton lit cassé, ta cave à sec. Regarde, Madame Truchen. Ah, mon Dieu, dit Planchet. Porthos, vois-tu, est seigneur de 30 villages qui renferment 300 vassales fortes et grillardes, et c'est un bien bel homme que Porthos. Ah, mon Dieu, répéta Planchet. Madame Truchen est une excellente personne, continua d'Artagnan. Conserve-la pour toi, entends-tu ? Et il lui frappa sur l'épaule. À ce moment, l'épicier aperçut Truchen et Porthos éloignés sous une tonnelle. Truchen, avec une grâce toute flamande, faisait à Porthos des boucles d'oreilles avec des doubles cerises, et Porthos riait amoureusement, comme Samson devant Dalila. Planchet serra la main de d'Artagnan et courut vers la tonnelle. Rendons à Porthos cette justice qu'il ne se dérangea pas, sans doute il ne croyait pas mal faire. Truchen non plus ne se dérangea pas, ce qui indisposa Planchet. Mais il avait vu assez de beau monde dans sa boutique pour faire bonne contenance devant un désagrément. Planchet prit le bras de Porthos et lui proposa d'aller voir les chevaux. Porthos dit qu'il était fatigué. Planchet proposa au baron du Vallon de goûter d'un noyau qu'il faisait lui-même et qui n'avait pas son pareil. Le baron accepta. C'est ainsi que, toute la journée, Planchet sut occuper son ennemi. Il sacrifia son buffet à son amour-propre. D'Artagnan revint 2 heures après. « Tout est disposé, dit-il. J'ai vu Sa Majesté un moment au départ pour la chasse. Le roi nous attend ce soir. »« Le roi m'attend !» cria Porthos en se redressant. Et, il faut bien l'avouer, car c'est une onde mobile que le cœur de l'homme, à partir de ce moment, Porthos ne regarda plus Madame Truchen avec cette grâce touchante qui avait amolli le cœur de l'Anversoise. Planchet chauffa de son mieux ses dispositions ambitieuses. Il raconta, ou plutôt repassa, toutes les splendeurs du dernier règne. Les batailles, les sièges, les cérémonies. Il dit le luxe des Anglais, les aubaines conquises par les 3 braves compagnons, dont d'Artagnan, le plus humble au début, avait fini par devenir le chef. Il enthousiasma Porthos en lui montrant sa jeunesse évanouie. Il vanta comme il put la chasteté de ce grand seigneur et sa religion à respecter l'amitié. Il fut éloquent, il fut adroit, il charma Porthos, fit trembler Truchen et fit rêver d'Artagnan. À 6 heures, le mousquetaire ordonna de préparer les chevaux et fit habiller Porthos. Il remercia Planchet de sa bonne hospitalité, lui glissa quelques mots vagues d'un emploi qu'on pourrait lui trouver à la cour, ce qui grandit immédiatement Planchet dans l'esprit de Truchen, où le pauvre épicier, si bon, si généreux, si dévoué, avait baissé depuis l'apparition et le parallèle de 2 grands seigneurs. Car les femmes sont ainsi faites. Elles ambitionnent ce qu'elles n'ont pas. Elles dédaignent ce qu'elles ambitionnaient quand elles l'ont. Après avoir rendu ce service à son ami Planchet, d'Artagnan dit à Porthos tout bas : « Vous avez, mon ami, une bague assez jolie à votre doigt. »« 300 pistoles, dit Porthos. « Madame Truchen gardera bien mieux votre souvenir si vous lui laissez cette bague-là, répliqua d'Artagnan. Porthos hésita. « Vous trouvez qu'elle n'est pas assez belle ? dit le mousquetaire. « Je vous comprends. Un grand seigneur comme vous ne va pas loger chez un ancien serviteur sans payer grassement l'hospitalité. Mais, croyez-moi, Planchet a un si bon cœur qu'il ne remarquera pas que vous avez 100 000 livres de rente. »« J'ai bien envie, dit Porthos gonflé par ce discours, de donner à Madame Truchen ma petite métairie de Bracieux. C'est aussi une jolie bague au doigt, 12 arpents. C'est trop, mon bon Porthos, trop pour le moment. Gardez cela pour plus tard. » Il lui ôta le diamant du doigt et, s'approchant de Truchen, « Madame, dit-il, monsieur le baron ne sait comment vous prier d'accepter, pour l'amour de lui, cette petite bague. Monsieur du Vallon est un des hommes les plus généreux et les plus discrets que je connaisse. Il voulait vous offrir une métairie qu'il possède à Bracieux. Je l'en ai dissuadé. »« Oh !
fit Truchen, dévorant le diamant du regard. « Monsieur le baron !» s'écria Planchet, attendri. « Mon bon ami !» balbutia Porthos, charmé d'avoir été si bien traduit par d'Artagnan. Toutes ces exclamations, se croisant, firent un dénouement pathétique à la journée qui pouvait se terminer d'une façon grotesque. Mais d'Artagnan était là, et partout, lorsque d'Artagnan avait commandé, les choses n'avaient fini que selon son goût et son désir. On s'embrassa. Truchen, rendue à elle-même par la magnificence du baron, se sentit à sa place et n'offrit qu'un front timide et rougissant au grand seigneur avec lequel elle se familiarisait si bien la veille. Planchet lui-même fut pénétré d'humilité. En veine de générosité, le baron Porthos aurait volontiers vidé ses poches dans les mains de la cuisinière et de Célestin. Mais d'Artagnan l'arrêta. « À mon tour, dit-il. » Et il donna 1 pistole à la femme et 2 à l'homme. Ce furent des bénédictions à réjouir le cœur d'Harpagon et à le rendre prodigue. D'Artagnan se fit conduire par Planchet jusqu'au château et introduisit Porthos dans son appartement de capitaine, où il pénétra sans avoir été aperçu de ceux qu'il redoutait de rencontrer. Chapitre 147. La présentation de Porthos. Le soir même, à 7 heures, le roi donnait audience à un ambassadeur des Provinces-Unies dans le grand salon. L'audience dura 1/4 d'heure, après quoi il reçut les nouveaux présentés et quelques dames qui passèrent les premières. Dans un coin du salon, derrière la colonne, Porthos et d'Artagnan s'entretenaient en attendant leur tour. « Savez-vous la nouvelle » dit le mousquetaire à son ami. « Non. »« Eh bien, regardez-le. » Porthos se haussa sur la pointe des pieds et vit M. Fouquet en habit de cérémonie qui conduisait Aramis au roi. « Aramis » dit Porthos. « Présenté au roi par M. Fouquet. »« Ah » fit Porthos. « Pour avoir fortifié Belle-Île, » continua d'Artagnan. « Et moi ?»« Vous ? Vous, comme j'avais l'honneur de vous le dire, vous êtes le bon Porthos, la bonté du bon Dieu. Aussi vous prie-t-on de garder un peu Saint-Mandé. »« Ah » répéta Porthos. « Mais je suis là, heureusement, » dit d'Artagnan, « et ce sera mon tour tout à l'heure. » En ce moment, Fouquet s'adressait au roi. « Sire, dit-il, j'ai une faveur à demander à votre majesté. Monsieur d'Herblay n'est pas ambitieux, mais il sait qu'il peut être utile. Votre majesté a besoin d'avoir un agent à Rome et de l'avoir puissant. Nous pouvons avoir un chapeau pour monsieur d'Herblay. » Le roi fit un mouvement. « Je ne demande pas souvent à votre majesté, » dit Fouquet. « C'est un cas, » répondit le roi, qui traduisait toujours ainsi ses hésitations. À ce mot, nul n'avait rien à répondre. Fouquet et Aramis se regardèrent. Le roi reprit. « Monsieur d'Herblay peut aussi nous servir en France, un archevêque, par exemple. »« Sire, » objecta Fouquet avec une grâce qui lui était particulière, « votre majesté comble monsieur d'Herblay. L'archevêché peut être dans les bonnes grâces du roi le complément du chapeau. L'un n'exclut pas l'autre. » Le roi admira la présence d'esprit et sourit. « D'Artagnan n'eût pas mieux répondu, dit-il. » Il n'eut pas plutôt prononcé ce nom que d'Artagnan parut. « Votre majesté m'appelle, dit-il. » Aramis et Fouquet firent un pas pour s'éloigner. « Permettez, sire, » dit vivement d'Artagnan, qui démasqua Porthos. « Permettez que je présente à votre majesté monsieur le baron du Vallon, l'un des plus braves gentilshommes de France. » Aramis, à l'aspect de Porthos, devint pâle. Fouquet crispa ses poings sous ses manchettes. D'Artagnan leur sourit à tous deux, tandis que Porthos s'inclinait, visiblement ému, devant la majesté royale. « Porthos ici » murmura Fouquet à l'oreille d'Aramis. « Chut, c'est une trahison » répliqua celui-ci. « Sire, dit d'Artagnan, voilà 6 ans que je devrais avoir présenté monsieur du Vallon à votre majesté, mais certains hommes ressemblent aux étoiles.
Ils ne vont pas sans le cortège de leurs amis. La Pléiade ne se désunit pas. Voilà pourquoi j'ai choisi, pour vous présenter monsieur du Vallon, le moment où vous verriez à côté de lui monsieur d'Herblay. » Aramis faillit perdre contenance. Il regarda d'Artagnan d'un air superbe, comme pour accepter le défi que celui-ci semblait lui jeter. « Ah, ces messieurs sont bons amis, dit le roi. « Excellent, sire. » Et l'un répond de l'autre. « Demandez à monsieur de Vannes comment a été fortifiée Belle-Île. » Fouquet s'éloigna d'un pas. « Belle-Île, dit froidement Aramis, a été fortifiée par monsieur. » Et il montra Porthos, qui salua une seconde fois. Louis admirait et se défiait. « Oui, dit d'Artagnan, mais demandez à monsieur le baron qui l'a aidé dans ses travaux. »« Aramis, dit Porthos, franchement, et il désigna l'évêque. « Que diable signifie tout cela, pensa l'évêque, et quel dénouement aura cette comédie ?»« Quoi, dit le roi, monsieur le cardinal, je veux dire l'évêque, s'appelle Aramis ?»« Nom de guerre, dit d'Artagnan. »« Nom d'amitié, dit Aramis. »« Pas de modestie, s'écria d'Artagnan. Sous ce prêtre, sire, se cache le plus brillant officier, le plus intrépide gentilhomme, le plus savant théologien de votre royaume. » Louis leva la tête. « Et un ingénieur, dit-il, en admirant la physionomie réellement admirable alors d'Aramis. « Ingénieur par occasion, sire, dit celui-ci. »« Mon compagnon aux mousquetaires, sire, dit avec chaleur d'Artagnan, l'homme dont les conseils ont aidé plus de 100 fois les desseins des ministres de votre père, monsieur d'Herblay, en un mot, qui, avec monsieur du Vallon, moi et monsieur le comte de la Fère, connu de votre majesté, formait ce quadrille dont plusieurs ont parlé sous le feu roi et pendant votre minorité. »« Et qui a fortifié Belle-Île, répéta le roi avec un accent profond. Aramis s'avança. « Pour servir le fils, dit-il, comme j'ai servi le père. » D'Artagnan regarda bien Aramis, tandis qu'il proférait ces paroles. Il y démêla tant de respect vrai, tant de chaleureux dévouement, tant de conviction incontestable, que lui, d'Artagnan, l'éternel douteur, lui, l'infaillible, il y fut pris. « On n'a pas un tel accent lorsqu'on ment, dit-il. » Louis fut pénétré. « En ce cas, dit-il à Fouquet, qui attendait avec anxiété le résultat de cette épreuve, le chapeau est accordé. Monsieur d'Herblay, je vous donne ma parole pour la première promotion. Remerciez monsieur Fouquet. » Ces mots furent entendus par Colbert, dont ils déchirèrent le cœur. Il sortit précipitamment de la salle. « Vous, monsieur du Vallon, dit le roi, demandez. J'aime à récompenser les serviteurs de mon père. »« Sire, dit Porthos, et il ne put aller plus loin. »« Sire, s'écria d'Artagnan, ce digne gentilhomme est interdit par la majesté de votre personne. Lui qui a soutenu fièrement le regard et le feu de 1000 ennemis. Mais je sais ce qu'il pense. Et moi, plus habitué à regarder le soleil, je vais vous dire sa pensée. Il n'a besoin de rien. Il ne désire que le bonheur de contempler votre majesté pendant un quart d'heure. « Vous soupez avec moi ce soir, dit le roi en saluant Porthos avec un gracieux sourire. Porthos devint cramoisi de joie et d'orgueil. Le roi le congédia et d'Artagnan le poussa dans la salle après l'avoir embrassé. « Mettez-vous près de moi à table, dit Porthos à son oreille. Oui, mon ami. Aramis me boude, n'est-ce pas? Aramis ne vous a jamais tant aimé. Songez donc que je viens de lui faire avoir le chapeau de cardinal. C'est vrai, dit Porthos. À propos, le roi aime-t-il qu'on mange beaucoup à sa table? C'est le flatter, dit d'Artagnan, car il possède un royal appétit. Vous m'enchantez, dit Porthos. Chapitre 148. Explication.
Aramis avait fait habilement une conversion pour aller trouver d'Artagnan et Porthos. Il arriva près de ce dernier derrière la colonne et, lui serrant la main, « Vous vous êtes échappé de ma prison ?» lui dit-il. « Ne le grondez pas, » dit d'Artagnan. « C'est moi, cher Aramis, qui lui ai donné la clé des champs. »« Ah, mon ami, » répliqua Aramis en regardant Porthos, « est-ce que vous auriez attendu avec moins de patience ?» D'Artagnan vint au secours de Porthos, qui soufflait déjà. « Vous autres, gens d'église, dit-il à Aramis, vous êtes de grands politiques. Nous autres, gens d'épée, nous allons au but. Voici le fait. J'étais allé visiter ce cher Baisemeaux. » Aramis dressa l'oreille. « Tiens, dit Porthos, vous me faites souvenir que j'ai une lettre de Baisemeaux pour vous, Aramis. » Et Porthos tendit à l'évêque la lettre que nous connaissons. Aramis demanda la permission de la lire et la lut, sans que d'Artagnan parût un moment gêné par cette circonstance qu'il avait prévue tout entière. Du reste, Aramis lui-même fit si bonne contenance que d'Artagnan l'admira plus que jamais. La lettre lue, Aramis la mit dans sa poche d'un air parfaitement calme. « Vous disiez donc, cher capitaine, dit-il. « Je disais, continua le mousquetaire, que j'étais allé rendre visite à Baisemeaux pour le service. »« Pour le service ?» dit Aramis. « Oui, fit d'Artagnan, et naturellement, nous parlâmes de vous et de nos amis. Je dois dire que Baisemeaux me reçut froidement. Je pris congé. Or, comme je revenais, un soldat m'aborda et me dit, il me reconnaissait sans doute, malgré mon habit de ville, « Capitaine, voulez-vous m'obliger en me lisant le nom écrit sur cette enveloppe ?» Et je lus « À Monsieur du Vallon, à Saint-Mandé, chez Monsieur Fouquet. »« Pardieu, me dis-je, Porthos n'est pas retourné, comme je le pensais, à Pierrefonds ou à Belle-Île. Porthos est à Saint-Mandé, chez Monsieur Fouquet. Monsieur Fouquet n'est pas à Saint-Mandé. Porthos est donc seul ou avec Aramis. Allons voir Porthos. » Et j'allai voir Porthos. « Très bien, dit Aramis, rêveur. »« Vous ne m'aviez pas conté cela, fit Porthos. »« Je n'en ai pas eu le temps, mon ami. »« Et vous emmenâtes Porthos à Fontainebleau ?»« Chez Planchet. »« Planchet demeure à Fontainebleau, dit Aramis. »« Oui, près du cimetière, s'écria Porthos étourdiment. »« Comment, près du cimetière ?» fit Aramis, soupçonneux. « Allons bon, pensa le mousquetaire, profitons de la bagarre, puisqu'il y a bagarre. »« Oui, du cimetière, dit Porthos. Planchet, certainement, est un excellent garçon qui fait d'excellentes confitures, mais il a des fenêtres qui donnent sur le cimetière. C'est attristant. Ainsi, ce matin, dit Aramis de plus en plus agité. D'Artagnan tourna le dos et alla tambouriner sur la vitre un petit air de marche. « Ce matin, continua Porthos, nous avons vu enterrer un chrétien. »« Ah, ah ! C'est attristant. Je ne vivrai pas, moi, dans une maison où l'on voit continuellement des morts. Au contraire, d'Artagnan paraît aimer beaucoup cela. »« Ah, d'Artagnan a vu ?»« Il n'a pas vu, il a dévoré des yeux. » Aramis tressaillit et se retourna pour regarder le mousquetaire. Mais celui-ci était déjà en grande conversation avec de Saint-Aignan. Aramis continua d'interroger Porthos. Puis, quand il eut exprimé tout le jus de ce citron gigantesque, il en jeta l'écorce. Il retourna vers son ami d'Artagnan et, lui frappant sur l'épaule, « Ami, dit-il, quand de Saint-Aignan se fut éloigné, car le souper du roi était annoncé. « Cher ami, répliqua d'Artagnan, nous ne soupons point avec le roi, nous autres. Si fait, moi, je soupe. Pouvez-vous causer 10 minutes avec moi ? 20, il en faut tout autant pour que sa majesté se mette à table. Où voulez-vous que nous causions ? Mais ici, sur ces bancs, le roi parti, l'on peut s'asseoir et la salle est vide. Asseyons-nous donc. » Ils s'assirent. Aramis prit une des mains de d'Artagnan. « Avouez-moi, cher ami, dit-il,
que vous avez engagé Porthos à se défier un peu de moi. Je l'avoue, mais non pas comme vous l'entendez. J'ai vu Porthos s'ennuyer à la mort, et j'ai voulu, en le présentant au roi, faire pour lui et pour vous ce que jamais vous ne ferez vous-même. Quoi ? Votre éloge. Vous l'avez fait noblement, merci. Et je vous ai approché le chapeau qui se reculait. Ah, je l'avoue, dit Aramis avec un singulier sourire. En vérité, vous êtes un homme unique pour faire la fortune de vos amis. Vous voyez donc que je n'ai agi que pour faire celle de Porthos. Oh, je m'en chargeais de mon côté, mais vous avez le bras plus long que nous. Ce fut au tour de d'Artagnan de sourire. Voyons, dit Aramis, nous nous devons la vérité. M'aimez-vous toujours, mon cher d'Artagnan ? Toujours comme autrefois, répliqua d'Artagnan sans trop se compromettre par cette réponse. Alors, merci, et franchise entière, dit Aramis. Vous veniez à Belle-Île pour le roi ? Pardieu ! Vous vouliez donc nous enlever le plaisir d'offrir Belle-Île toute fortifiée au roi ? Mais, mon ami, pour vous ôter le plaisir, il eût fallu d'abord que je fusse instruit de votre intention. Vous veniez à Belle-Île sans rien savoir ? De vous, oui. Comment diable voulez-vous que je me figure Aramis devenu ingénieur au point de fortifier comme Polybe ou Archimède ? C'est pourtant vrai. Cependant, vous m'avez deviné là-bas ? Oh oui. Et Porthos aussi ? Très cher, je n'ai pas deviné qu'Aramis fût ingénieur. Je n'ai pu deviner que Porthos le fût devenu. Il y a un latin qui a dit « On devient orateur, on est poète ». Mais il n'a jamais dit « On est Porthos et l'on devient ingénieur ». Vous avez toujours un charmant esprit, dit froidement Aramis. Je poursuis. Poursuivez. Quand vous avez tenu notre secret, vous vous êtes hâté de le venir dire au roi. J'ai d'autant plus couru, mon bon ami, que je vous ai vu courir plus fort. Lorsqu'un homme pesant 258 livres, comme Porthos, court la poste, quand un prélat goutteux, c'est vous qui me l'avez dit, quand un prélat brûle le chemin, je suppose, moi, que ces deux amis, qui n'ont pas voulu me prévenir, avaient des choses de la dernière conséquence à me cacher, et, ma foi, je cours aussi vite que ma maigreur et l'absence de gouttes me le permettent. Cher ami, n'avez-vous pas réfléchi que vous pouviez me rendre, à moi et à Porthos, un triste service ? Je l'ai bien pensé, mais vous m'aviez fait jouer, Porthos et vous, un triste rôle à Belle-Île. Pardonnez-moi, dit Aramis. Excusez-moi, dit d'Artagnan. En sorte, poursuivit Aramis, que vous savez tout maintenant. Ma foi, non. Vous savez que j'ai dû faire prévenir tout de suite M. Fouquet pour qu'il vous prévînt près du roi. C'est là l'obscur. Mais non, M. Fouquet a des ennemis, vous le reconnaissez. Oh oui. Il en a un surtout. Dangereux ? Mortel. Eh bien, pour combattre l'influence de cet ennemi, M. Fouquet a dû faire preuve, devant le roi, d'un grand dévouement et de grands sacrifices. Il a fait une surprise à Sa Majesté en lui offrant Belle-Île. Vous, arrivant le premier à Paris, la surprise était détruite. Nous avions l'air de céder à la crainte. Je comprends. Voilà tout le mystère, dit Aramis, satisfait d'avoir convaincu le mousquetaire. Seulement, dit celui-ci, plus simple était de me tirer à quartier à Belle-Île pour me dire « Cher ami, nous fortifions Belle-Île en mer pour l'offrir au roi. Rendez-nous le service de nous dire pour qui vous agissez. Êtes-vous l'ami de M. Colbert ou celui de M. Fouquet ? Peut-être n'eussé-je rien répondu, mais vous eussiez ajouté « Êtes-vous mon ami ?» J'aurais dit « oui ». Aramis pencha la tête. « De cette façon, continua d'Artagnan, vous me paralysiez, et je venais dire au roi « Sire, M. Fouquet fortifie Belle-Île, et très bien. Mais voici un mot que M. le gouverneur de Belle-Île m'a donné pour votre majesté, ou bien voici une visite de M. Fouquet à l'endroit de ses intentions. Je ne jouais pas un sot rôle. Vous aviez votre surprise, et nous n'avions pas besoin de loucher en nous regardant. »
Tandis, répliqua Aramis, qu'aujourd'hui vous avez agi tout à fait en ami de M. Colbert. Vous êtes donc son ami? Ma foi, non, s'écria le capitaine. M. Colbert est un cuistre, et je le hais comme je haïssais Mazarin, mais sans le craindre. Eh bien, moi, dit Aramis, j'aime M. Fouquet, et je suis à lui. Vous connaissez ma position. Je n'ai pas de bien. M. Fouquet m'a fait avoir des bénéfices, un évêché. M. Fouquet m'a obligé comme un galant homme, et je me souviens assez du monde pour apprécier les bons procédés. Donc, M. Fouquet m'a gagné le cœur, et je me suis mis à son service. Rien de mieux. Vous avez là un bon maître. Aramis se pinça les lèvres. Le meilleur, je crois, de tous ceux qu'on pourrait avoir. Puis il fit une pause. D'Artagnan se garda bien de l'interrompre. Vous savez sans doute de Porthos comment il s'est trouvé mêlé à tout ceci? Non, dit d'Artagnan. Je suis curieux, c'est vrai, mais je ne questionne jamais un ami quand il veut me cacher son véritable secret. Je m'en vais vous le dire. Ce n'est pas la peine si la confidence m'engage. Oh, ne craignez rien. Porthos est l'homme que j'ai aimé le plus parce qu'il est simple et bon. Porthos est un esprit droit. Depuis que je suis évêque, je recherche les natures simples qui me font aimer la vérité, haïr l'intrigue. D'Artagnan se caressa la moustache. J'ai vu et recherché Porthos. Il était oisif, sa présence me rappelait mes beaux jours d'autrefois, sans m'engager à mal faire au présent. J'ai appelé Porthos à Vannes. M. Fouquet, qui m'aime, ayant su que Porthos m'aimait, lui a promis l'ordre à la première promotion. Voilà tout le secret. Je n'en abuserai pas, dit d'Artagnan. Je le sais bien, cher ami, nul n'a plus que vous de réel honneur. Je m'en flatte, Aramis. Maintenant, et le prélat regarda son ami jusqu'au fond de l'âme. Maintenant, causons de nous pour nous. Voulez-vous devenir un des amis de M. Fouquet? Ne m'interrompez pas avant de savoir ce que cela veut dire. J'écoute. Voulez-vous devenir maréchal de France, père, duc, et posséder un duché d'1 million? Mais, mon ami, répliqua d'Artagnan, pour obtenir tout cela, que faut-il faire? Être l'homme de M. Fouquet. Moi, je suis l'homme du roi, cher ami. Pas exclusivement, je suppose. Oh, d'Artagnan n'est qu'un. Vous avez, je le présume, une ambition, comme un grand cœur que vous êtes. Mais oui. Eh bien, je désire être maréchal de France. Mais le roi me fera maréchal, duc, père. Le roi me donnera tout cela. Aramis attacha sur d'Artagnan son limpide regard. « Est-ce que le roi n'est pas le maître ?» dit d'Artagnan. Nul ne le conteste, mais Louis XIII était aussi le maître. Oh, mais, cher ami, entre Richelieu et Louis XIII, il n'y avait pas un monsieur d'Artagnan, dit tranquillement le mousquetaire. Autour du roi, fit Aramis, il est bien des pierres d'achoppement. Pas pour le roi? Sans doute, mais... Tenez, Aramis, je vois que tout le monde pense à soi et jamais à ce petit prince. Moi, je me soutiendrai en le soutenant. Et l'ingratitude? Les faibles en ont peur. Vous êtes bien sûr de vous? Je crois que oui, mais le roi peut n'avoir plus besoin de vous. Au contraire, je crois qu'il en aura plus besoin que jamais. Et tenez, mon cher, s'il fallait arrêter un nouveau Condé, qui l'arrêterait? Ceci seul en France. Et d'Artagnan frappa son épée. Vous avez raison, dit Aramis en pâlissant. Et il se leva et serra la main de d'Artagnan. Voici le dernier appel du souper, dit le capitaine des mousquetaires. Vous permettez? Aramis passa son bras au cou du mousquetaire et lui dit « Un ami comme vous est le plus beau joyau de la couronne royale. » Puis ils se séparèrent. « Je le disais bien, » pensa d'Artagnan, « qu'il y avait quelque chose. »
Il faut se hâter de mettre le feu aux poudres, dit Aramis. D'Artagnan a éventé la mèche. Chapitre 49. Madame et De Guiche. Nous avons vu que le comte de Guiche était sorti de la salle le jour où Louis XIV avait offert avec tant de galanterie à la Vallière les merveilleux bracelets gagnés à la loterie. Le comte se promena quelque temps hors du palais, l'esprit dévoré par 1000 soupçons et 1000 inquiétudes. Puis on le vit guettant sur la terrasse, en face des quinconces, le départ de madame. Une grosse demi-heure s'écoula. Seul, à ce moment, le comte ne pouvait avoir de bien divertissantes idées. Il tira ses tablettes de sa poche et se décida, après 1000 hésitations, à écrire ces mots. « Madame, je vous supplie de m'accorder un moment d'entretien. Ne vous alarmez pas de cette demande qui n'a rien d'étranger au profond respect avec lequel je suis, etc., etc. » Il signait cette singulière supplique pliée en billets d'amour quand il vit sortir du château plusieurs femmes, puis des hommes, presque tout le cercle de la reine, enfin. Il vit la Vallière elle-même, puis Montalais causant avec Malicorne. Il vit jusqu'au dernier des conviés qui, tout à l'heure, peuplaient le cabinet de la reine-mère. Madame n'était point passée. Il fallait cependant qu'elle traversât cette cour pour rentrer chez elle, et, de la terrasse, De Guiche plongeait dans cette cour. Enfin, il vit madame sortir avec 2 pages qui portaient des flambeaux. Elle marchait vite, et, arrivée à sa porte, elle cria « Page, qu'on aille s'informer de monsieur le comte de Guiche. Il doit me rendre compte d'une commission. S'il est libre, qu'on le prie de passer chez moi. » De Guiche demeura muet et caché dans son ombre. Mais, sitôt que madame fut rentrée, il s'élança de la terrasse en bas les degrés. Il prit l'air le plus indifférent pour se faire rencontrer par les pages qui couraient déjà vers son logement. « Ah, madame me fait chercher !» se dit-il tout ému. Et il serra son billet désormais inutile. « Comte, dit un des pages en l'apercevant, nous sommes heureux de vous rencontrer. Qu'y a-t-il, messieurs ? Un ordre de madame. » « Un ordre de madame ? Fit De Guiche d'un air surpris. « Oui, comte, son Altesse royale vous demande. Vous lui devez, nous a-t-elle dit, compte d'une commission. Êtes-vous libre ? Je suis tout entier aux ordres de son Altesse royale. Veuillez donc nous suivre. » Monté chez la princesse, De Guiche la trouva pâle et agitée. À la porte se tenait Montalais, un peu inquiète de ce qui se passait dans l'esprit de sa maîtresse. De Guiche parut. « Ah, c'est vous, monsieur De Guiche, dit madame. Entrez, je vous prie. Mademoiselle de Montalais, votre service est fini. » Montalais, encore plus intrigué, salua et sortit. Les 2 interlocuteurs restèrent seuls. Le comte avait tout l'avantage. C'était madame qui l'avait appelé à un rendez-vous. Mais cet avantage, comment était-il possible au comte d'en user ? C'était une personne si fantasque que madame. C'était un caractère si mobile que celui de son Altesse royale. Elle le fit bien voir, car abordant soudain la conversation, « Eh bien, dit-elle, n'avez-vous rien à me dire ?» Il crut qu'elle avait deviné sa pensée. Il crut. Ceux qui aiment sont ainsi faits. Ils sont crédules et aveugles comme des poètes ou des prophètes. Il crut qu'elle savait le désir qu'il avait de la voir et le sujet de ce désir. « Oui, bien, madame, dit-il, et je trouve cela fort étrange. »« L'affaire des bracelets, s'écria-t-elle vivement, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, madame. »« Vous croyez le roi amoureux ? Dites. » De Guiche la regarda longuement. Elle baissa les yeux sous ce regard qui allait jusqu'au cœur. « Je crois, dit-il, que le roi peut avoir eu le dessein de tourmenter quelqu'un ici. Le roi, sans cela, ne se montrerait pas empressé comme il est. Il ne risquerait pas de compromettre de gaieté de cœur une jeune fille jusqu'alors inattaquable. »« Bon, c'est effronté, dit hautement la princesse. »« Je puis affirmer à votre Altesse royale, dit De Guiche avec une fermeté respectueuse, que mademoiselle de la Vallière est aimée d'un homme qu'il convient de respecter, car c'est un galant homme. »
Oh, Bragelonne, peut-être. Mon ami, oui, madame. Eh bien, quand il serait votre ami, qu'importe au roi. Le roi sait que Bragelonne est fiancé à mademoiselle de la Vallière, et, comme Raoul a servi le roi bravement, le roi n'ira pas causer un malheur irréparable. Madame se mit à rire avec des éclats qui firent sur De Guiche une douloureuse impression. Je vous répète, madame, que je ne crois pas le roi amoureux de la Vallière, et la preuve que je ne le crois pas, c'est que je voulais vous demander de qui Sa Majesté peut chercher à piquer l'amour-propre dans cette circonstance. Vous qui connaissez toute la cour, vous m'aiderez à trouver d'autant plus assurément que, dit-on partout, votre Altesse royale est fort intime avec le roi. Madame se mordit les lèvres, et, faute de bonnes raisons, elle détourna la conversation. « Prouvez-moi, dit-elle en attachant sur lui un de ces regards dans lesquels l'âme semble passer tout entière. Prouvez-moi que vous cherchiez à m'interroger, moi qui vous ai appelé. » De Guiche tira gravement de ses tablettes ce qu'il avait écrit et le montra. « Sympathie, dit-elle. « Oui, fit le comte avec une insurmontable tendresse. « Oui, sympathie. Mais moi, je vous ai expliqué comment et pourquoi je vous cherchais. Vous, madame, vous êtes encore à me dire pourquoi vous me mendiez près de vous. C'est vrai. » Et elle hésita. « Ces bracelets me feront perdre la tête, dit-elle tout à coup. Vous vous attendiez à ce que le roi dût vous les offrir, répliqua De Guiche. Pourquoi pas? Mais avant vous, madame, avant vous, sa belle-sœur, le roi n'avait-il pas la reine? Avant la Vallière, s'écria la princesse, ulcérée, n'avait-il pas moi? N'avait-il pas toute la cour? Je vous assure, madame, dit respectueusement le comte, que si l'on vous entendait parler ainsi, que si l'on voyait vos yeux rouges, et, Dieu me pardonne, cette larme qui monte à vos cils, oh oui, tout le monde dirait que votre Altesse royale est jalouse. Jalouse, dit la princesse avec hauteur, jalouse de la Vallière? Elle s'attendait à faire plier De Guiche avec ce geste hautain et ce ton superbe. Jalouse de la Vallière, oui, madame, répéta-t-il bravement. Je crois, monsieur, balbutia-t-elle, que vous vous permettez de m'insulter. Je ne le crois pas, madame, répliqua le comte un peu agité, mais résolu à dompter cette fougueuse colère. Sortez, dit la princesse, au comble de l'exaspération, tant le sang-froid et le respect muet de Guiche lui tournaient à fiel et à rage. De Guiche recula d'un pas, fit sa révérence avec lenteur, se releva blanc comme ses manchettes, et, d'une voix légèrement altérée, « Ce n'était pas la peine que je m'empressasse, dit-il, pour subir cette injuste disgrâce. » Et il tourna le dos sans précipitation. Il n'avait pas fait 5 pas que madame s'élança comme une tigresse après lui, le saisit par la manche et, le retournant, « Ce que vous affectez de respect, dit-elle en tremblant de fureur, est plus insultant que l'insulte. Voyons, insultez-moi, mais au moins parlez. » Et vous, madame, dit le comte doucement en tirant son épée, percez-moi le cœur, mais ne me faites pas mourir à petit feu. Au regard qu'il arrêta sur elle, regard empreint d'amour, de résolution, de désespoir même, elle comprit qu'un homme, si calme en apparence, se passerait l'épée dans la poitrine si elle ajoutait un mot. Elle lui arracha le fer d'entre les mains et, serrant son bras avec un délire qui pouvait passer pour de la tendresse, « Comte, dit-elle, ménagez-moi. Vous voyez que je souffre et vous n'avez aucune pitié. » Les larmes, dernière crise de cet accès, étouffèrent sa voix. De Guiche, la voyant pleurer, la prit dans ses bras et la porta jusqu'à son fauteuil. Un moment encore, elle suffoquait. « Pourquoi, murmura-t-il à ses genoux, ne m'avouez-vous pas vos peines? Aimez-vous quelqu'un? Dites-le-moi. J'en mourrai, mais après que je vous aurai soulagé, consolé, servi même. »« Oh, vous m'aimez ainsi, répliqua-t-elle vaincue. Je vous aime à ce point, oui, madame.
et elle lui donna ses 2 mains. « J'aime, en effet, » murmura-t-elle si bas que nul n'eût pu l'entendre. Lui l'entendit. « Le roi, dit-il. » Elle secoua doucement la tête, et son sourire fut comme ces éclaircies de nuages par lesquels, après la tempête, on croit voir le paradis s'ouvrir. « Mais, ajouta-t-elle, il y a d'autres passions dans un cœur bien né. L'amour, c'est la poésie, mais la vie de ce cœur, c'est l'orgueil. Comte, je suis née sur le trône, je suis fière et jalouse de mon rang. Pourquoi le roi rapproche-t-il de lui des indignités ? » « Encore, fit le comte, voilà que vous maltraitez cette pauvre fille qui sera la femme de mon ami. »« Vous êtes assez simple pour croire cela, vous ?»« Si je ne le croyais pas, dit-il fort pâle, Bragelonne serait prévenue demain. Oui, si je supposais que cette pauvre Lavallière eût oublié les serments qu'elle a faits à Raoul. Mais non, ce serait une lâcheté de trahir le secret d'une femme. Ce serait un crime de troubler le repos d'un ami. »« Vous croyez, dit la princesse avec un sauvage éclat de rire, que l'ignorance est du bonheur ? » ?»« Je le crois, répliqua-t-il. »« Prouvez, prouvez donc, dit-elle vivement. »« C'est facile. Madame, on dit dans toute la cour que le roi vous aimait et que vous aimiez le roi. »« Eh bien, fit-elle en respirant péniblement, eh bien, admettez que Raoul, mon ami, fût venu me dire « Oui, le roi aime madame. Oui, le roi a touché le cœur de madame. » J'eusse peut-être tué Raoul. Il eût fallu, dit la princesse avec cette obstination des femmes qui se sentent imprenables, que monsieur de Bragelonne eût eu des preuves pour vous parler ainsi. Toujours est-il, répondit de Guiche en soupirant, que, n'ayant pas été averti, je n'ai rien approfondi, et qu'aujourd'hui, mon ignorance m'a sauvé la vie. Vous pousseriez jusqu'à l'égoïsme et la froideur, dit madame, que vous laisseriez ce malheureux jeune homme continuer d'aimer Lavallière ? Jusqu'au jour où Lavallière me sera révélée coupable, oui, madame. Mais les bracelets ? Eh, madame, puisque vous vous attendiez à les recevoir du roi, qu'eussé-je pu dire ? L'argument était vigoureux. La princesse en fut écrasée. Elle ne se releva plus dès ce moment. Mais, comme elle avait l'âme pleine de noblesse, comme elle avait l'esprit ardent d'intelligence, elle comprit toute la délicatesse de Guiche. Elle lut clairement dans son cœur qu'il soupçonnait le roi d'aimer Lavallière et ne voulait pas user de cet expédient vulgaire qui consiste à ruiner un rival dans l'esprit d'une femme, en donnant à celle-ci l'assurance, la certitude que ce rival courtise une autre femme. Elle devina qu'il soupçonnait Lavallière et que, pour lui laisser le temps de se convertir, pour ne pas la faire perdre à jamais, il se réservait une démarche directe ou quelque observation plus nette. Elle lut en un mot tant de grandeur réelle, tant de générosité dans le cœur de son amant qu'elle sentit s'embraser le sien au contact d'une flamme aussi pure. De Guiche, en restant, malgré la crainte de déplaire, un homme de conséquence et de dévouement, grandissait à l'état de héros et la réduisait à l'état de femme jalouse et mesquine. Elle l'en aima si tendrement qu'elle ne put s'empêcher de lui en donner un témoignage. « Voilà bien des paroles perdues, dit-elle en lui prenant la main. Soupçon, inquiétude, défiance, douleur. Je crois que nous avons prononcé tous ces noms. Hélas, oui, madame. Effacez-les de votre cœur comme je les chasse du mien. Comte, que cette Lavallière aime le roi ou ne l'aime pas, que le roi aime ou n'aime pas Lavallière, faisons, à partir de ce moment, une distinction dans nos 2 rôles. Vous ouvrez de grands yeux. Je gage que vous ne me comprenez pas. Vous êtes si vive, madame, que je tremble toujours de vous déplaire. Voyez comme il tremble, le bel effrayé, dit-elle avec un enjouement plein de charme. Oui, monsieur, j'ai 2 rôles à jouer. Je suis la sœur du roi, la belle-sœur de sa femme. À ce titre, ne faut-il pas que je m'occupe des intrigues du ménage ? Votre avis ? Le moins possible, madame. D'accord, mais c'est une question de dignité.
Ensuite, je suis la femme de monsieur. De Guiche soupira. Ce qui, dit-elle tendrement, doit vous exhorter à me parler toujours avec le plus souverain respect. Oh, s'écria-t-il en tombant à ses pieds, qu'il baisa comme ceux d'une divinité. Vraiment, murmura-t-elle, je crois que j'ai encore un autre rôle, je l'oubliais. Lequel? Lequel? Je suis femme, dit-elle, plus bas encore. J'aime. Il se releva, elle lui ouvrit ses bras, leurs lèvres se touchèrent. Un pas retentit derrière la tapisserie. Montalais heurta. « Qu'y a-t-il, mademoiselle ?» dit madame. « On cherche monsieur de Guiche, » répondit Montalais, qui eut tout le temps de voir le désordre des acteurs de ces 4 rôles, car constamment de Guiche avait héroïquement aussi joué le sien. Chapitre 150. Montalais et Malicorne. Montalais avait raison. Monsieur de Guiche, appelé partout, était fort exposé, par la multiplication même des affaires, à ne répondre nulle part. Aussi, telle est la force des situations faibles que madame, malgré son orgueil blessé, malgré sa colère intérieure, ne put rien reprocher, momentanément, du moins, à Montalais, qui venait de violer si audacieusement la consigne quasi royale qui l'avait éloigné. De Guiche aussi perdit la tête, ou plutôt, disons-le, De Guiche avait perdu la tête avant l'arrivée de Montalais, car à peine eut-il entendu la voix de la jeune fille que, sans prendre congé de madame, comme la plus simple politesse l'exigeait, même entre égaux, il s'enfuit, le cœur brûlant, la tête folle, laissant la princesse une main levée et lui faisant un geste d'adieu. C'est que De Guiche pouvait dire, comme le dit Chérubin 100 ans plus tard, qu'il emportait aux lèvres du bonheur pour une éternité. Montalais trouva donc les 2 amants fort en désordre. Il y avait désordre chez celui qui s'enfuyait, désordre chez celle qui restait. Aussi la jeune fille murmura, tout en jetant un regard interrogateur autour d'elle, « Je crois que, cette fois, j'en sais autant que la femme la plus curieuse peut désirer en savoir. » Madame fut tellement embarrassée de ce regard inquisiteur que, comme si elle eût entendu l'aparté de Montalais, elle ne dit pas un seul mot à sa fille d'honneur, et, baissant les yeux, rentra dans sa chambre à coucher. Ce que voyant, Montalais écouta. Alors elle entendit madame qui fermait les verrous de sa chambre. De ce moment, elle comprit qu'elle avait sa nuit à elle, et, faisant du côté de cette porte qui venait de se fermer un geste assez irrespectueux, lequel voulait dire « Bonne nuit, princesse », elle descendit retrouver Malicorne, fort occupée pour le moment à suivre de l'œil un courrier tout poudreux qui sortait de chez le comte de Guiche. Montalais comprit que Malicorne accomplissait quelque œuvre d'importance. Elle le laissa tendre les yeux, allonger le cou, et, quand Malicorne en fut revenu à sa position naturelle, elle lui frappa seulement sur l'épaule. « Eh bien, dit Montalais, quoi de nouveau ? » Monsieur de Guiche aime madame, dit Malicorne. « Belle nouvelle, je sais quelque chose de plus frais, moi. »« Et que savez-vous ? » ?»« C'est que madame aime monsieur de Guiche. » L'un était la conséquence de l'autre. « Pas toujours, mon beau monsieur. » »« Cet axiome serait-il un nom d'adresse ? » ?»« Les personnes présentes sont toujours exceptées. »« Merci, fit Malicorne. »« Et de l'autre côté, continua-t-il en interrogeant. »« Le roi a voulu ce soir, après la loterie, voir mademoiselle de la Vallière. »« Eh bien, il l'a vue ? » ?»« Non pas. »« Comment, non pas ? » ?»« La porte était fermée. »« De sorte que le roi s'en est retourné tout penaud, comme un simple voleur qui a oublié ses outils. »« Bien. »« Et du troisième côté, demanda Montalais. Le courrier qui arrive à monsieur de Guiche est envoyé par monsieur de Bragelonne. »« Bon, fit Montalais en frappant dans ses mains. Pourquoi bon ? Parce que voilà de l'occupation. Si nous nous ennuyons maintenant, nous aurons du malheur. Il importe de se diviser la besogne, fit Malicorne, afin de ne point faire confusion. Rien de plus simple, répliqua Montalais. 3 tigres un peu bien chauffés, un peu bien menés, donnent,
l'une dans l'autre, et, au bas chiffre, 3 billets par jour. »« Oh !» s'écria Malicorne en haussant les épaules. « Vous n'y pensez pas, ma chère. 3 billets en un jour, c'est bon pour des sentiments bourgeois. Un mousquetaire en service, une petite fille au couvent, échangeant le billet quotidiennement par le haut de l'échelle ou par le trou fait au mur. Et un billet tient toute la poésie de ces pauvres petits cœurs-là. Mais chez nous... Oh, que vous connaissez peu le tendre royal, ma chère. »« Voyons, concluez, dit Montalais, impatienté. On peut venir. »« Conclure, je n'en suis qu'à la narration. J'ai encore 3 points. »« En vérité, il me fera mourir avec son flegme de flamand, » s'écria Montalais. « Et vous me ferez perdre la tête avec vos vivacités d'italienne. Je vous disais donc que nos amoureux s'écriront des volumes. Mais où voulez-vous en venir ? » ?»« À ceci qu'aucune de nos dames ne peut garder les lettres qu'elle recevra. » »« Sans aucun doute. »« Que M. de Guiche n'osera pas garder les siennes non plus. » »« C'est probable. »« Eh bien, je garderai tout cela, moi. »« Voilà justement ce qui est impossible, » dit Malicorne. « Et pourquoi cela ? » ?»« Parce que vous n'êtes pas chez vous. Que votre chambre est commune à la Vallière et à vous. Que l'on pratique assez volontiers des visites et des fouilles dans une chambre de fille d'honneur. Que je crains fort la reine, jalouse comme une Espagnole, la reine mère, jalouse comme 2 Espagnols, et enfin, madame, jalouse comme 10 Espagnols. »« Vous oubliez quelqu'un ? » ?»« Qui ? » ?»« Monsieur. » »« Je ne parlais que pour les femmes. » »« Numérotons donc. Monsieur, numéro 1. »« Numéro 2, De Guiche. » »« Numéro 3, le vicomte de Bragelonne. »« Numéro 4, et le roi. »« Le roi ? » ?»« Certainement, le roi, qui sera non seulement plus jaloux, mais encore plus puissant que tout le monde. »« Ah, ma chère. »« Après ? » ?»« Dans quel guêpier vous êtes-vous fourrée ? » ?»« Pas encore assez avant, si vous voulez m'y suivre. »« Certainement que je vous y suivrai. Cependant... »« Cependant ? » ?»« Tandis qu'il en est temps encore, je crois qu'il serait prudent de retourner en arrière. »« Et moi, au contraire, je crois que le plus prudent est de nous mettre du premier coup à la tête de toutes ces intrigues-là. »« Vous n'y suffirez pas. »« Avec vous, j'en mènerai 10. C'est mon élément, voyez-vous. J'étais faite pour vivre à la cour, comme la salamandre est faite pour vivre dans les flammes. » »« Votre comparaison ne me rassure pas le moins du monde, cher ami. J'ai entendu dire à des savants fort savants, d'abord qu'il n'y a pas de salamandre, et qui en eût-il, elle serait parfaitement grillée, elle serait parfaitement rôtie en sortant du feu. Vos savants peuvent être fort savants en affaires de salamandre. Or, vos savants ne vous diront point ceci, que je vous dis, moi. Or de Montalais est appelé à être, avant 1 mois, le premier diplomate de la cour de France. Soit, mais à la condition que j'en serai le 2e. C'est dit. Alliance offensive et défensive, bien entendu. Seulement, défiez-vous des lettres. Je vous les remettrai au fur et à mesure qu'on me les remettra. Que dirons-nous au roi de madame ? Que madame aime toujours le roi. Que dirons-nous à madame du roi ? Qu'elle aurait le plus grand tort de ne pas le ménager. Que dirons-nous à la Vallière de madame ? Tout ce que nous voudrons, la Vallière est à nous. À nous ? Doublement. Comment cela ? Par le vicomte de Bragelonne, d'abord. Expliquez-vous. Vous n'oubliez pas, je l'espère, que M. de Bragelonne a écrit beaucoup de lettres à mademoiselle de la Vallière. Je n'oublie pas. Ces lettres, c'est moi qui les recevais. C'est moi qui les cachais. Et, par conséquent, c'est vous qui les avez ? Toujours. Où cela ? Ici ? Oh, que non pas. Je les ai à Blois, dans la petite chambre que vous savez. Petite chambre chérie, petite chambre amoureuse, antichambre du palais que je vous ferai habiter un jour. Mais, pardon, vous dites que toutes ces lettres sont dans cette petite chambre ? Oui. Ne les mettiez-vous pas dans un coffret ? Sans doute, dans le même coffret où je mettais les lettres que je recevais de vous et où je déposais les miennes quand vos affaires ou vos plaisirs vous empêchaient de venir au rendez-vous. Ah, fort bien, dit Malicorne.
Pourquoi cette satisfaction ? Parce que je vois la possibilité de ne pas courir à Blois après les lettres. Je les ai ici. Vous avez rapporté le coffret ? Il m'était cher, venant de vous. Prenez-y garde, au moins. Le coffret contient des originaux qui auront un grand prix plus tard. Je le sais, parbleu bien, et voilà justement pourquoi je ris, et de tout mon cœur même. Maintenant, un dernier mot. Pourquoi donc un dernier ? Avons-nous besoin d'auxiliaires ? D'aucun. Valet ? Servante ? Mauvais, détestable. Vous donnerez les lettres. Vous les recevrez. Oh, pas de fierté. Sans quoi, M. Malicorne et Mlle Or, ne faisant pas leurs affaires eux-mêmes, devront se résoudre à les voir faire par d'autres. Vous avez raison. Mais que se passe-t-il chez M. de Guiche ? Rien, il ouvre sa fenêtre. Disparaissons. Et tous deux disparurent. La conjuration était nouée. La fenêtre qui venait de s'ouvrir était, en effet, celle du comte de Guiche. Mais, comme eussent pu le penser les ignorants, ce n'était pas seulement pour tâcher de voir l'ombre de madame à travers ses rideaux qu'il se mettait à cette fenêtre, et sa préoccupation n'était pas toute amoureuse. Il venait, comme nous l'avons dit, de recevoir un courrier. Ce courrier lui avait été envoyé par de Bragelonne. De Bragelonne avait écrit à De Guiche. Celui-ci avait lu et relu la lettre, laquelle lui avait fait une profonde impression. « Étrange, étrange, murmurait-il. Par quel moyen puissant la destinée entraîne-t-elle donc les gens à leur but ?» Et, quittant la fenêtre pour se rapprocher de la lumière, il relut une troisième fois cette lettre, dont les lignes brûlaient à la fois son esprit et ses yeux. « Calais, mon cher comte, j'ai trouvé à Calais M. de Wardes, qui a été blessé grièvement dans une affaire avec M. de Buckingham. C'est un homme brave, comme vous savez, que de Wardes, mais haineux et méchant. Il m'a entretenu de vous, pour qui, dit-il, son cœur a beaucoup de penchant. De madame, qu'il trouve belle et aimable. Il a deviné votre amour pour la personne que vous savez. Il m'a aussi entretenu d'une personne que j'aime et m'a témoigné le plus vif intérêt en me plaignant fort. Le tout avec des obscurités qui m'ont effrayé d'abord, mais que j'ai fini par prendre pour les résultats de ses habitudes de mystère. Voici le fait. Il aurait reçu des nouvelles de la cour, vous comprenez que ce n'est que par M. de Lorraine. On s'entretient, disent ces nouvelles, d'un changement survenu dans l'affection du roi. Vous savez qui cela regarde. Ensuite, disaient encore ces nouvelles, on parle d'une fille d'honneur qui donne sujet à la médisance. Ces phrases vagues ne m'ont point permis de dormir. J'ai déploré depuis hier que mon caractère droit et faible, malgré une certaine obstination, m'ait laissé sans réplique à ces insinuations. En un mot, M. de Wardes partait pour Paris. Je n'ai point retardé son départ avec des explications, et puis il me paraissait dur, je l'avoue, de mettre à la question un homme dont les blessures sont à peine fermées. Bref, il est parti à petite journée, parti pour assister, dit-il, au curieux spectacle que la cour ne peut manquer d'offrir sous peu de temps. Il a ajouté à ces paroles certaines félicitations, puis certaines condoléances. Je n'ai pas plus compris les unes que les autres. J'étais étourdi par mes pensées et par une défiance envers cet homme, défiance, vous le savez mieux que personne, que je n'ai jamais pu surmonter. Mais, lui parti, mon esprit s'est ouvert. Il est impossible qu'un caractère comme celui de Wardes n'ait pas infiltré quelque peu de sa méchanceté dans les rapports que nous avons eus ensemble. Il est donc impossible que dans toutes les paroles mystérieuses que M. de Wardes m'a dites, il n'y ait point un sens mystérieux dont je puisse me faire l'application à moi ou à qui vous savez. Forcé que j'étais de partir promptement pour obéir au roi, je n'ai point eu l'idée de courir après M. de Wardes pour obtenir l'explication de ses réticences. Mais je vous expédie un courrier et vous écris cette lettre qui vous exposera tous mes doutes. Vous, c'est moi. J'ai pensé. Vous agirez. M. de Wardes arrivera sous peu. Sachez ce qu'il a voulu dire.
si déjà vous ne le savez. Au reste, M. de Wardes a prétendu que M. de Buckingham avait quitté Paris, comblé par madame. C'est une affaire qui m'eût immédiatement mis l'épée à la main sans la nécessité, où je crois me trouver, de faire passer le service du roi avant toute querelle. Brûlez cette lettre, que vous remet Olivin. Qui dit Olivin, dit la sûreté même. Veuillez, je vous prie, mon cher comte, me rappeler au souvenir de mademoiselle de la Vallière, dont je baise respectueusement les mains. Vous, je vous embrasse. Vicomte de Bragelonne. P.S. Si quelque chose de grave survenait, tout doit se prévoir, cher ami. Expédiez-moi un courrier avec ce seul mot, venez, et je serai à Paris 36 heures après votre lettre reçue. De Guiche soupira, replia la lettre une 3e fois, et, au lieu de la brûler, comme le lui avait recommandé Raoul, il la remit dans sa poche. Il avait besoin de la lire et de la relire encore. « Quel trouble et quelle confiance à la fois !» murmura le comte. « Toute l'âme de Raoul est dans cette lettre. Il y oublie le compte de l'affaire et il y parle de son respect pour Louise. Il m'avertit pour moi, il me supplie pour lui. »« Ah !» continua De Guiche avec un geste menaçant. « Vous vous mêlez de mes affaires, monsieur de Wardes. Eh bien, je vais m'occuper des vôtres. Quant à toi, mon pauvre Raoul, ton cœur me laisse un dépôt. Je veillerai sur lui. Ne crains rien. » Cette promesse faite, De Guiche fit prier Malicorne de passer chez lui sans retard, s'il était possible. Malicorne se rendit à l'invitation avec une vivacité qui était le premier résultat de sa conversation avec Montalais. Plus De Guiche, qui se croyait couvert, questionna Malicorne, plus celui-ci, qui travaillait à l'ombre, devina son interrogateur. Il s'ensuivit que, après un quart d'heure de conversation, pendant lequel De Guiche crut découvrir toute la vérité sur la Vallière et sur le roi, il n'apprit absolument rien que ce qu'il avait vu de ses yeux, tandis que Malicorne apprit ou devina, comme on voudra, que Raoul avait de la défiance à distance et que De Guiche allait veiller sur le trésor des Hespérides. Malicorne accepta d'être le dragon. De Guiche crut avoir tout fait pour son ami et ne s'occupa plus que de soi. On annonça le lendemain au soir le retour de Wardes et sa première apparition chez le roi. Après sa visite, le convalescent devait se rendre chez monsieur. De Guiche se rendit chez monsieur avant l'heure.